Tout commence avec notre protagoniste qui se dit qu'il aime les mangas shounen à cause d'un petit complexe d'infériorité, puisque ces histoires commencent souvent comme un héros qui a une vie bien misérable. Il se dit que même si cette vie difficile finit par être, pour une raison ou une autre, interrompue de façon brutale, bien avant l'heure, ce n'est jamais la fin de tout, car après le grand départ du jeune garçon, il gagne une seconde chance pleine de bénédictions, que ce soit en remontant le temps, en éveillant des pouvoirs, en trouvant des outils incroyables ou en se faisant des alliés. Tout cela leur sert à accomplir un grand voyage et à vaincre le terrible roi démon. Ainsi, ils peuvent profiter au maximum de leur nouvelle existence réincarnée dans un autre monde. Pourtant, le jeune homme nous prévient que rien de tout cela n'est vrai et il le sait très bien parce que c'est une évidence. Il ajoute ensuite que la fin de ce garçon qu'il vient de mentionner, en réalité, c'était la sienne. C'est l'expérience bien réelle de Park Tae-woong, un jeune lycéen d'à peine 17 ans. Il savait déjà pertinemment que les autres mondes n'existaient pas, car son père le lui répétait toujours. Mais Tae-woong se demande si tout s'arrête là. En laissant de côté cette histoire de dimension parallèle, il est outré d'être devenu un simple fantôme, découvrant que ceux qui ne passent pas de l'autre côté deviennent des esprits vengeurs. Pour lui, la sensation d'être un esprit vengeur est extrêmement glaciale et vide. C'est un cycle infini de souffrances solitaires, effrayantes et étouffantes. Tae-woong sent que, s'il ne garde pas les idées claires, il va finir par se transformer en quelque chose de complètement différent. Il se dit que si son père découvrait que le fils d'un chaman s'était laissé aller et était devenu une âme en peine, il perdrait la tête. Et il réalise qu'il va devenir un esprit sombre. Avec ça, il se demande s'il va juste souffrir ainsi jusqu'à se corrompre totalement. Même s'il reconnaît qu'il a choisi de partir, il râle qu'il ne voulait pas juste rester là à fixer son propre corps inanimé. Il regrette amèrement son choix, mais soudain, son propre corps se relève des poubelles en disant qu'il a failli y passer. Le corps rouspète de douleur en pensant qu'il s'est tordu la cheville, laissant le fantôme de Tae-woong complètement sous le choc. Le jeune homme dit qu'il est temps de commencer à croquer la vie à pleines dents, laissant le fantôme sans voix. Sur ce, Tae-woong essaie de pousser un cri de terreur alors que le soleil commence à se coucher sur la ville. Désespéré, le fantôme hurle en demandant à l'intrus qui a pris son corps de s'arrêter. Il le supplie d'attendre, mais le jeune homme continue simplement à marcher en marmonnant. Tae-woong lui demande s'il ne l'entend pas, mais l'intrus fait juste des bruits pensifs tout en ajustant ses lunettes. Le fantôme réalise qu'il l'a bel et bien entendu et crie de colère en voyant le jeune homme retirer ses lunettes d'un air décontracté. Tae-woong traite l'intrus de voleur de corps, mais le jeune homme attrape simplement le fantôme par les cheveux et se vante d'avoir été bien patient. Le fantôme ne comprend pas comment il a pu être touché, tandis que le jeune homme le prévient qu'il a essayé d'être gentil, mais que c'est bien trop difficile. L'intrus donne un coup violent au visage du fantôme et lui ordonne de surveiller son ton, ce qui pousse Tae-woong à s'excuser. Tout effrayé, le jeune homme lui demande qui lui a permis de faire ça et s'il veut vraiment disparaître pour de bon, laissant le fantôme intimidé. Tae-woong s'excuse pour son langage familier et demande qui il est et ce que son départ a à voir avec le vol de son corps. L'intrus commence à donner des petites claques répétées au fantôme en disant que ça a tout à voir, tandis que Tae-woong se plaint de la douleur et craint de devenir un monstre. Le jeune homme révèle que c'est lui qui empêche le garçon de se corrompre et Tae-woong réalise que la douleur atroce a vraiment disparu. Le jeune homme lui demande comment il pense qu'il peut frapper un fantôme et Tae-woong en déduit qu'il est un chaman, ce que l'intrus confirme. Il révèle qu'il est en fait l'ancêtre de Tae-woong qui a accumulé tellement de bon karma qu'il a reçu la promesse de se réincarner dans sa propre lignée. Malgré tout, le jeune fantôme reste perplexe et demande ce que cela signifie vraiment. L'ancêtre perd patience et lui décoche un autre coup au visage, tout en répétant son explication sur la réincarnation dans la lignée. Il explique qu'il devait naître comme descendant de Tae-woong et demande ce qui lui arrive maintenant que l'unique héritier a tout gâché. Même s'il veut corriger le garçon encore un peu, l'homme dit qu'il a remarqué quelque chose de très étrange qui se passe juste à côté. Il rappelle que la causalité elle-même avait garanti que la lignée ne s'éteindrait pas avant sa naissance, car c'était le destin promis.
Mais soudain, le garçon décide simplement de tout arrêter et de mettre fin à toute la lignée familiale de son propre chef. Il souligne que cette fin est un non-sens total qui défie complètement les lois de la causalité et du destin. L'ancêtre exige une explication convaincante, menaçant de détruire l'âme de Taewung sur le champ s'il ne se justifie pas. Le jeune homme dit qu'il y a une raison, mais commence à trembler rien qu'y penser et demande un moment pour respirer un bon coup et se calmer. L'ancêtre remarque que le garçon est envahi par une peur profonde et se demande ce qui pourrait causer une telle terreur au point de briser la causalité. L'homme dit que la peur se soigne par une peur encore plus grande et décide de continuer à le secouer jusqu'à ce qu'il parle, laissant le garçon en panique. Il se moque de lui en lui disant de respirer tant qu'il le peut, mais remarque soudain une marque d'énergie violette qui brille sur son poignet. En voyant cette marque briller, l'ancêtre pousse enfin un soupir en comprenant ce qui se tramait réellement ici. L'ancêtre explique que Taewung est possédé et par quelque chose d'incroyablement désagréable. Il se demande comment une colère aussi profonde et ancienne a pu s'attacher à un garçon aussi jeune. L'homme se dit que même de son vivant, il n'avait pas l'habitude de voir une rancune aussi violente et cruelle. Taewung raconte que son père était un employé de bureau, ce qui étonne l'ancêtre qui lui demande s'il n'était pas chaman. Le garçon explique que son père était bien chaman, mais qu'il faisait ça à côté, parce que les affaires marchaient et qu'il avait besoin d'un autre travail. Mais le gros problème, c'est qu'un beau jour, son père est parti en voyage d'affaires et a fini par disparaître complètement. Au bout du compte, il ne restait plus que lui les affaires de son père, y compris une jarre très dangereuse qui était dans la famille depuis des générations. Comme le père n'était plus là pour s'occuper de la jarre, son talisman de protection a commencé à s'user et à se déchirer petit à petit. Par une nuit ordinaire, alors qu'il était sur son ordinateur, Taewung entend soudain un bruit étrange venant de la maison. Le son ressemblait à quelque chose qui se brise, ce qui le pousse à ouvrir la porte de sa chambre de manière très appréhensive. En regardant par terre, le jeune homme commence à se demander ce que c'était et pourquoi c'était dans cet état. Il ne comprend pas pourquoi la jarre s'est brisée, même s'il a passé toute sa vie en connaissant les secrets des chamans. Il se dit que même s'il pouvait avoir peur, s'il voyait un vrai fantôme, il y était déjà un peu habitué. Après tout, les esprits et les choses de l'au-delà ne lui étaient pas totalement inconnus. Sans y donner trop d'importance, il décide qu'il va juste nettoyer tout ce bazar le lendemain. Mais là, il se rappelle qu'il doit aller à la supérette pour acheter quelques trucs qui manquaient. Alors qu'il marchait en pensant à ses courses, Taewung se retrouve pour la première fois face à une gigantesque main bizarre de toutes les couleurs. L'ancêtre demande si le père du garçon n'avait pas d'amis, ce qui vexait Taewung, qui répond que si, bien sûr. Il se souvient que son père lui avait toujours dit de chercher son meilleur ami, un puissant exorciste, si jamais quelque chose de grave arrivait, alors que le monstre hurle de douleur. Un moine extrêmement musclé lui ordonne de se taire pour ne pas effrayer les animaux. Le moine dit qu'il comprend la rancœur de la créature, mais lui demande de tenir encore un peu car tout sera bientôt fini. Soudain, le moine entend des cris désespérés qui l'appellent depuis l'extérieur du temple. L'homme ouvre la porte en se demandant qui viendrait frapper ici à une heure pareille et tombe nez à nez avec le garçon terrifié. Beom Sheol reconnaît le garçon et lui demande s'il a besoin de plus d'argent puisqu'il lui avait envoyé son argent de poche. Récemment, Taewung explique, paniqué, que quelque chose de terrible est sorti de la jarre de sa maison et l'a poursuivi. Mais le moine lui dit de ne plus un mot. Il dit qu'il sait exactement ce qui se passe ici, laissant le garçon très intrigué. Le moine dit qu'il n'a besoin d'aucune explication, juste avant qu'une immense force obscure n'attaque les lieux. En observant l'ennemi, le moine commente qu'il aurait préféré 1000 fois que le problème ne soit qu'un manque d'argent. Il prévient que le jeune homme a amené un véritable monstre avec lui, laissant Taewung encore plus terrorisé par la taille de la chose sans perdre de temps. Le monstre attaque en projetant plusieurs de ses mains dans leur direction. Beom Sheol qualifie l'entité d'impatiente et commence à frapper et à compter chacune des mains qui avancent. Il continue d'esquiver et de contrer les coups avec une agilité extrême, comptant jusqu'au chiffre 6. Avec des coups brutaux, le moine expérimenté neutralise les membres de l'ennemi et arrive jusqu'au compte de 9. Cependant, l'entité lance une autre attaque rapide et directe contre l'exorciste. Beom Sheol réussit à bloquer le 10e bras, mais s'effraie de la force et de la taille
extraordinaire de cette attaque. Le moine en déduit que, puisqu'il a environ 10 bras, cette créature est un dangereux démon de 100 ans. Il dit que c'est une rareté de voir une telle chose dans une vie et regrette d'avoir dépensé de l'énergie avec le monstre précédent. Mais il n'abandonne pas. L'exorciste affirme avec conviction que le destin fait toujours en sorte que les êtres les plus forts s'attirent. Il défie le démon de 100 ans et ordonne au monstre de venir de toutes ses forces contre lui à partir de maintenant. Cependant, du milieu des ombres sombres, surgissent des centaines d'autres mains effrayantes autour du monstre. En voyant cette quantité absurde de membres se révéler, le moine reste complètement sans réaction, alors que le jeune homme pense qu'ils sont en train de gagner. Beom Sheol attire son attention et lui dit d'écouter très attentivement. Il prévient qu'il n'y a nulle part d'autre où demander de l'aide. C'est pourquoi le garçon doit courir sans regarder en arrière dès qu'il recevra le signal. L'homme dit qu'il n'a pas le temps d'expliquer et lance un avertissement sombre au cas où il ne reviendrait pas avant l'aube. Beom Sheol lui ordonne de mettre fin à ses jours si cela arrive, laissant Taewung horrifié par un conseil aussi brutal. Tout en fuyant en pleurs, Taewung réalise la gravité de la situation, d'après ce que le moine avait expliqué sur la créature. Il se demande ce qu'était vraiment cet être monstrueux aux centaines de mains que le moine était resté affronter. Laissant le moine derrière lui dans ce combat impossible, le garçon a couru jusqu'à la maison et l'a attendu avec angoisse. À ce moment-là, il a été dévoré par la peur de disparaître, par la rancœur envers son propre père et par la culpabilité d'avoir abandonné le moine. Le jeune homme pleurait en demandant pardon sans s'arrêter. Et malheureusement, l'exorciste expérimenté n'est plus jamais revenu après l'aube. Taewung raconte qu'il n'a pas supporté la terreur et, tout comme Beom Sheol l'avait dit, ce n'était pas juste un démon de 100 ans. Il insiste sur au fait que ce n'était pas ce genre de monstre, tandis que l'ancêtre se rappelle qu'il a mentionné des centaines de mains et demande ce que c'était. Alors l'ancêtre explique que ces êtres étaient appelés des désastres ou des calamités, des créatures au sommet des esprits sombres qui ravageaient le monde. Ces monstres terribles et dévastateurs étaient connus de tous comme des démons de 1100. Taewung est sous le choc et l'ancêtre en déduit que seul un être de ce niveau pourrait altérer le destin, mais trouve étrange que cet être veuille son corps. Le fantôme panique en craignant le pire, mais l'ancêtre lui dit de se taire, se plaignant qu'il vient de se réincarner et qu'il a déjà mal à la tête. Il se dit que si la créature ne les a pas encore trouvés, soit elle a perdu leurs traces, soit le moine Beom Sheol a réussi à la vaincre en y laissant sa vie. Soudain, une énergie violette et effrayante commence à envahir la pièce. Mettant Taewung en alerte immédiate, l'ancêtre réalise que ce serait impossible, car ils font face à une calamité vivante, et Taewung pousse un cri de terreur en voyant l'ombre surgir. Le monstre ne laisserait jamais sa proie s'échapper, et la présence écrasante confirme sans aucun doute que le démon de 1000 ans os a retrouvé. Avec un rugissement effrayant, la créature avance en tendant ses mains violettes gigantesques contre os de garçon. Sentant son pouvoir spirituel s'échapper sous la pression, l'ancêtre réalise que l'ennemi est intelligent et tente d'engager la conversation. Il se présente comme l'ancêtre du corps et demande pourquoi une créature immortelle voudrait d'un réceptacle aussi faible, suggérant un accord de façon glaciale et effrayante. Le monstre lui-même répond en disant que penser que cela serait un combat est quelque chose de très barbare. Il ridiculise l'idée d'un duel entre un dieu et un microbe insignifiant, affirmant que son existence pour eux est absolue. L'énergie oppressive est si forte qu'elle fait hurler Taewung de douleur, se tenant la tête à l'agonie. Le démon continue d'humilier l'homme, disant que le simple désir de parler à un être aussi supérieur est une grande audace. Il affirme que, pour discuter, il devrait remonter le temps et ramener des figures mythologiques puissantes comme Dangun ou le roi Shaman Chashong. Le monstre dit que seul quelqu'un de ce niveau mériterait d'entendre sa voix, tout en fixant le jeune homme de très près avec ses yeux brillants. La créature leur ordonne de témoigner de la véritable violence. Mais l'ancêtre s'énerve profondément et demande à qui il croit parler. Le monstre est surpris par tant d'audace, tandis que le jeune homme prévient furieux qu'il aurait dû parler quand il en avait l'occasion. Il se plaint que sa réincarnation est déjà gâchée et qu'il ne voulait pas utiliser la force, mais demande de façon provocatrice ce qu'il a dit sur Chashong. L'ancêtre révèle sa véritable identité avec un regard imposant, demandant si la créature
créature connaît Namhae Chachaung, le deuxième roi de Silla. Il y a plus de 2000 ans, durant l'ère légendaire du royaume de Silla, vivait le grand roi chaman Namhae Chachaung. C'était une époque ancienne extrêmement dangereuse, où les monstres et les démons erraient librement et étaient aussi communs que des animaux sauvages. Un voyageur de cette époque marche à bout de souffle sur une montagne sombre la nuit, espérant ne pas s'être trompé de chemin. Soudain, il entend un bruit mystérieux au milieu de la forêt sombre et s'arrête effrayé, pressentant le danger imminent. Le pauvre homme réalise trop tard que les gens ordinaires pouvaient facilement devenir les proies de démons terribles qui guettaient dans l'ombre. Il tombe par terre désespéré en se retrouvant face à la figure effrayante d'un démon de la peste noire juste devant lui. L'homme est perplexe de trouver une créature d'un niveau aussi élevé près de ce village de montagne, mais remarque vite quelque chose d'encore plus étrange. Il est choqué de voir que la tête du terrible monstre était coupée et suspendue à une branche d'arbre. Le jeune homme se demande si cette entité monstrueuse venait d'être exorcisée et détruite par quelqu'un de très fort. Mais en regardant mieux autour de lui, il réalise avec effroi qu'il n'y avait pas qu'un seul démon de la peste noire éliminé à proximité. Sous la lumière brillante de la pleine lune se révèle une montagne gigantesque de cadavres de divers monstres colossaux empilés. Parmi les corps sans vie se trouvaient des créatures légendaires et redoutées comme le gardien du Nord et le terrible démon de l'exécution de feu. Il n'arrive pas à croire que les monstres les plus dangereux qui terrorisaient toute cette terre aient été massacrés ensemble en un seul endroit. À ce moment-là, un jeune homme aux cheveux bleus assis de dos et tenant une épée tachée de sang lui demande qui il est. Assis calmement au sommet du tas de cadavres des monstres gigantesques, le garçon ordonne au voyageur de s'approcher. Il le prévient qu'il le coupera s'il est un fantôme et l'épargnera s'il est humain, révélant qu'il n'a que 12 ans. Le voyageur est incrédule en pensant qu'un jeune qui n'a même pas atteint la majorité, à seulement 15 ans, a fait tout ça tout seul. Le jeune chaman commence un compte à rebours menaçant de découper l'homme s'il ne répond pas avant le chiffre 3. Soudain, le voyageur affiche un sourire bizarre d'admiration et s'exclame que c'est absolument magnifique. Il s'approche exalté et affirme qu'en seulement 1 an, le garçon a le potentiel nécessaire pour le dépasser. Même lui, l'homme révèle qu'il est venu sur cette montagne précisément parce qu'il avait entendu des rumeurs sur l'existence d'un exorciste extrêmement fort. Namhae lance une attaque rapide contre lui, ce qui pousse l'étranger à louer le talent du garçon tout en bloquant le coup avec facilité. Il dit au garçon d'abandonner car cette épée ne le coupera jamais et demande au jeune homme d'écouter sa présentation en tant qu'être incoupable. Le mystérieux homme masqué continue son discours en disant qu'il est aussi connu de tous comme l'être immortel. Il se révèle être le terrible monstre de fer connu sous le nom de Bulgasal, laissant le jeune Namhae complètement surpris par la révélation. Avec un sourire effrayant derrière ses longs cheveux, la créature propose de faire un petit pari avec le jeune chaman. Mais Bulgasal ajoute que si le garçon ne veut pas accepter le pari, ils peuvent simplement régler tout ça dans un vrai combat. Devant la proposition de la créature immortelle, Namhae ferme les yeux un instant pour réfléchir calmement. Il s'assoit alors de façon décontractée et demande quel genre de pari le monstre de fer aimerait proposer. Bulgasal est impressionné par l'autocontrôle et le jugement du jeune homme, saluant son choix et disant que le pari est très simple. Il explique que si le garçon réussit à lui porter un seul coup, il gagnera le pari, ce qui ne sera pas du tout facile à faire. Et si Namhae réussit à relever ce grand défi, le puissant Bulgasal deviendra son maître en chamanisme. Namhae ne comprend pas trop la proposition, mais le monstre confesse qu'il l'apprécie parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun, comme le regard. Bulgasal affirme que les yeux du garçon sont ceux d'un prédateur solitaire, reflétant le vide que seuls les êtres absolus ressentent. Il promet de façonner le jeune homme pour qu'il soit le numéro 1 sous les cieux, mais le prévient de ce qui se passera s'il échoue à porter le coup. Mais avant que la créature ne finisse de parler de venger Os autre monstre, Namhae lui décoche un coup de poing violent en plein visage. Le jeune homme demande calmement si maintenant il est devenu son disciple, laissant le monstre de fer complètement perplexe. Namhae demande encore de façon ironique si le frapper à nouveau signifierait qu'il a été renvoyé par le maître et donne un
coup de pied au monstre. Le garçon continue de se moquer et d'attaquer, faisant semblant d'être peiné par le renvoi, tandis que le monstre essaie de le faire arrêter. Il réprimande le monstre pour avoir comparé leurs visages et parlé d'yeux vides, laissant Bulgasal intimidé et demandant du calme. Namae décide qu'au lieu de disciple, il va en faire son esclave et essaie de se rappeler le nom confus de cette créature immortelle. À bout de patience, le jeune homme décide de le baptiser Sunbok, marquant le début d'une trajectoire extrêmement tragique pour l'ancien monstre de fer. Shashong ordonnait à Sunbok de crier le nom d'une technique pendant qu'il se battait, mais le serviteur ne comprenait pas la raison de cela. S'il refusait, il était puni par de nouveaux talismans de choc électrique, souffrant constamment entre les mains du jeune maître tyran. 3 ans passèrent et Sunbok continuait de souffrir, se cachant dans les coins et tremblant rien qu'en entendant Shashaung l'appeler. Le jeune homme l'a trouvé tenant un talisman et une nouvelle jarre, tandis que Sunbok essayait de s'excuser en disant qu'il dormait juste. Shashaung dit qu'il a fabriqué un outil parfait pour l'aider à dormir profondément. Laissant le serviteur très méfiant, il révèle que c'est une jarre de scellement millénaire et prévient qu'il va l'enfermer là-dedans pour tester s'il arrive à s'échapper tout seul. Dans le présent, Taewung fait enfin le lien et réalise choqué que c'était exactement la jarre qui se trouvait dans sa maison. Le démon de 1000 ans confirme furieux et jure d'éliminer toute la lignée de Shashang pour venger la rancœur accumulée depuis des millénaires. L'ancêtre essaie de calmer le démon de façon comique, lui demandant d'écouter et inventant qu'il a juste agi ainsi par timidité. Il insiste en mentant que tout ce qu'il a fait dans le passé était juste pour le propre bien du démon, laissant Taewung incrédule. Furieux par ce cynisme, le démon lui ordonne de se taire et écrase l'endroit d'un coup destructeur, forçant les deux à esquiver. Le monstre avance en portant des attaques rapides et lourdes tout en répétant furieux qu'il lui a dit de la boucler. Il insiste pour que l'ancêtre se taise, lançant une charge effrayante avec toute sa fureur millénaire. Alors que le jeune homme s'efforce de résister à l'attaque lourde, le démon rit fort et se moque de voir à quel point Shachong semble pathétique. Maintenant, il demande de façon intimidante si l'ancêtre pensait qu'il était encore ce même serviteur faible et sans défense du passé. Le démon affirme qu'il a continué à accumuler de la puissance pendant que l'autre était endormi, attaquant avec violence et faisant hurler Taewung. Le monstre dit que maintenant son ancien maître n'est plus qu'un faible microbe dans un corps fragile, laissant Taewung désespéré. Il demande si le jeune homme pensait vraiment pouvoir le battre, tout en entamant une séquence implacable de coups dévastateurs. Cependant, au milieu de toute cette fureur, le démon sent soudain que quelque chose de très étrange se passe ici. Bien qu'il y eût une différence évidente de force entre les deux, le jeune homme continuait de s'esquiver tout en demandant qu'ils discutent. Le monstre est intrigué de remarquer qu'aucune de ses attaques violentes et précises ne réussissait à toucher la cible. Le jeune homme se plaint qu'il a essayé de s'excuser et de parler amicalement, mais que l'autre a refusé et a attiré cette punition sur lui-même d'une manière mystérieuse. Toute cette charge millénaire échouait misérablement à effleurer ce petit corps Shashong. Ironise en disant que c'est de sa faute pour avoir négligé son serviteur et ne pas l'avoir entraîné fréquemment dans le passé. Le démon de 1000 ans est choqué et confus par les paroles du jeune homme, sans comprendre ce qu'il voulait dire par là. L'ancêtre prévient que, puisqu'il n'écoute jamais de bonne grâce, il va devoir recevoir une petite correction physique, d'abord pour apprendre. Il dit qu'ils pourront recommencer à parler normalement dès que le monstre aura retrouvé ses esprits après avoir été un peu secoué. En un clin d'œil, la tête géante du démon est capturée et immobilisée par des mains spirituelles extrêmement puissantes. Désespéré et terrorisé par cette démonstration de pouvoir absurde, le démon hurle le nom de son ancien maître en panique. En coupant vers un restaurant local en fin d'après-midi, Shashang explique qu'il se trouve actuellement dans un état assez instable. Il se plaint, tout en mangeant, que la réincarnation a été un désastre à cause d'eux, et qu'il a en plus dû utiliser un pouvoir incompatible avec ce corps. Shashang exige que les deux l'aident à accumuler du bon karma pour pouvoir se réincarner correctement. Laissant le jeune fantôme confus sur la manière dont ils vont faire ça, le maître répond de façon simple qu'ils feront ça de la manière qu'il connaît le mieux, en observant cette nouvelle ère actuelle. Il souligne que le monde moderne, plein de mensonges et de délits, est le décor parfait pour la prolifération d'esprits sombres terribles.
Il conclut avec un sourire confiant que la réponse et la solution à ce problème sont extrêmement simples et directes. Chachaong dit qu'ils doivent éradiquer tous les esprits sombres et révèle le nom de ce plan. Il baptise sa nouvelle mission, éradication des esprits sombres. Se montrant très enthousiaste par cette idée, il demande de l'aide car il n'est pas totalement remis, mais Sun Bok frappe sur la table agacé et réprimande le maître pour avoir oublié le passé. Sun Bok se plaint d'avoir nettoyé les bêtises du maître pendant 3 ans, juste pour finir scellé pendant 2 millénaires et refuse de répéter ça. Il traite l'ancêtre d'effronté. Mais Chachong l'interrompt en lui demandant pourquoi il pense que la jarre s'est brisée soudainement. Il explique que la jarre s'est brisée parce que le temps était écoulé et, le délai étant respecté, le sceau accorde une bénédiction de restauration corporelle. Chachaong révèle que la bénédiction restaure parfaitement le corps physique que Sun Bok possédait lorsqu'il était encore un être humain. Il lui offre le talisman qui était attaché à la jarre, disant que Sun Bok récupérera le corps de ses rêves s'il le colle sur son front. Chachaong réprimande Taewung pour avoir fait un scandale et dit que Sun Bok est maintenant officiellement sous contrat de service avec eux. L'ancêtre promet de donner une leçon aux brutes qui ennuient le jeune homme. Mais Taewung l'interrompt en attirant son attention avec sérieux. Il demande s'il n'est vraiment pas devenu un esprit sombre grâce à l'aide de l'ancêtre, qui répond fièrement en réclamant de la gratitude. Taewung en conclut que, sans le sang familial, il aurait été simplement éliminé par quiconque l'aurait trouvé. Le garçon se rappelle la douleur de l'époque où il était un esprit vengeur, confessant qu'il en était venu à comprendre pourquoi les âmes finissent par se corrompre. Il se dit que la plupart des esprits sombres doivent être composés d'âmes perdues qui ne comprennent même pas leur propre souffrance. Taewung affirme qu'au lieu de les éradiquer impitoyablement, ce qu'ils doivent réellement faire, c'est leur apporter le salut. L'ancêtre observe le garçon, pensant qu'il n'est qu'un novice sans aucune expérience spirituelle ni compétence d'exorcisme. Même sans entraînement, le jeune homme commence soudain à manifester une énergie bleue pure et profonde d'immersion spirituelle. L'ancêtre est stupéfait, car l'immersion est un éveil suprême qui exige une conviction absolue, et Taewung y est parvenu en se concentrant sur le salut des âmes. Chachang rit et qualifie de sottise le fait qu'un garçon faible parle de salut, mais reconnaît fièrement qu'il est bel et bien son descendant. Il dit qu'ils en reparleront quand le garçon sera plus fort et suggère qu'il fasse enfin le contrat officiel de travail. Cependant, le jeune homme refuse et exige un contrat de travail formalisé qui inclut les 4 grands Liyong d'assurances obligatoires modernes. L'ancêtre, venant d'une ère d'il y a 2000 ans, reste complètement confus sans comprendre ce que seraient ces assurances. Le garçon insiste sur le fait qu'il utilise son corps physique et que, pour cette raison, il est juste qu'il signe un accord de travail approprié. Sun Bok explique au maître qu'il ne s'agit pas des rois célestes, mais plutôt de la pension nationale et de l'assurance santé pour les travailleurs. Alors que l'entité continue d'expliquer ce qu'est l'assurance chômage, une main mystérieuse s'avance et attrape le talisman qui était sur la table Taewung, et l'ancêtre hurle de surprise en voyant Sun Bok être tiré hors du restaurant par une force spirituelle soudaine. Le jeune fantôme se demande si l'entité s'est simplement enfuie d'ici. Se rappelant que le maître lui avait déjà rendu son ancien corps, l'ancêtre nie et affirme qu'il a littéralement détalé d'ici en toute vitesse sans même regarder en arrière. Taewung tente de le défendre en disant que Sun Bok doit juste être timide, mais se réjouit vite en remarquant que quelqu'un s'approche d'eux. Il souhaite la bienvenue en pensant que c'est le démon restauré, tandis que l'ancêtre est impressionné par la vitesse de la transformation. Le fantôme complimente l'apparence du nouveau venu, commentant que Sun Bok était un homme très beau de son vivant. L'ancêtre réalise qu'il y a quelque chose qui cloche, mais le naïf Taewung continue d'appeler Sun Bok avec animation pour signer le papier. Le jeune fantôme trouve étrange que le jeune homme regarde du côté opposé et lui demande ce qu'il cherche, autant à l'intérieur du restaurant. Sans répondre un mot, le mystérieux jeune homme en costume noir fait juste craquer son cou, tout en tenant des perles de prière bouddhistes. Avec un regard extrêmement froid et intimidant, il continue d'analyser la pièce dans un silence absolu. Finalement, le jeune homme esquisse un petit sourire en coin et murmure pour lui-même qu'il a réussi à trouver sa cible.
cible. En percevant l'intention hostile de cet homme mystérieux, le fantôme de Taewong commence à avoir très peur. Le jeune homme essaie encore de demander ce qu'il cherchait, mais l'ancêtre hurle désespéré en ordonnant au jeune fantôme de s'écarter vite. L'agresseur canalise une immense quantité d'énergie destructrice à travers les perles de prière bouddhistes qui commencent à prendre feu. Il déclenche une attaque de flammes dévastatrices qui explose sur les lieux, détruisant toute l'entrée du restaurant avec violence. La devanture du restaurant Kimbap Heaven est montrée sous une atmosphère tendue juste avant d'être frappée par l'impact destructeur. Une explosion de feu retentissante fracasse les fenêtres de l'établissement, projetant de la fumée et des débris de tous les côtés de la rue. Au milieu de la fumée, Cha-Chang réussit à protéger Taewong de l'impact et hurle agacé, traitant l'agresseur d'ignorant mal élevé. Alors que Taewong, tout effrayé et demande si ce jeune homme n'était pas Sunbok, Cha-Chang exige des explications pour cette attaque surprise. L'agresseur marche tranquillement au milieu des débris, commentant avec dédain qu'il s'attendait bien à ce que le coup soit bloqué. L'homme dit qu'un démon millénaire n'est pas une mince affaire. Mais Cha-Chang rétorque avec moquerie tandis que Taewong lui demande de ne pas être arrogant. Cha-Chang dit qu'il va être corrigé encore plus à partir de maintenant, mais est interrompu en ressentant quelque chose d'étrange et s'arrête de parler, confus. Il réalise frustré qu'il a exagéré en utilisant trop de pouvoir dans le corps non entraîné du garçon pour subjuguer Sunbok précédemment. Le jeune fantôme décide d'essayer de dialoguer, para dissiper le malentendu, mais l'agresseur le fixe simplement avec un regard froid et mortel. Le jeune homme se présente comme Shinil et dit qu'il est venu chercher le démon millénaire qui a blessé son maître. Mais Taewong le prévient que le monstre a déjà fui Shinil, dit que la trace du démon s'arrête ici et jure de venger Beomcheol lui-même, faisant réaliser à l'ancêtre la grande confusion. Installé Shinil confond le fantôme qu'ont le démon de 1000 ans lui-même, tandis que le pauvre Taewong nie désespérément cette accusation absurde. Sans écouter les excuses, le guerrier s'élance de toutes ses forces pour attaquer, mettant l'ancêtre en alerte maximale pour le combat imminent. Il crie au jeune homme de se baisser tout en bloquant une attaque enflammée dévastatrice qui fait trembler le sol sous le choc violent. Cha-Chang affirme que même affaibli, il peut s'occuper d'un jeune exorciste facilement, mais est interrompu par une autre invocation de flamme. L'adversaire canalise le feu des profondeurs avec ses yeux brillants d'un ton orangé extrêmement menaçant et destructeur. Une colonne colossale de flammes explose en direction du ciel, laissant l'ancêtre complètement choqué par une telle démonstration de puissance. Bien qu'il loue l'immense talent du garçon, l'ancêtre confesse à Taewong qu'il n'est pas en état de bloquer ce coup colossal. Il se plaint avec ironie que Os adversaires d'aujourd'hui sont lâches et ne lui laissent même pas une seconde pour reprendre son souffle. Shinil prévient froidement que la discussion est terminée, se préparant à porter le coup de grâce sans hésitation. Il souhaite que ses adversaires reposent en paix tout en lançant une rafale tranchante de feu extrêmement violente. Cependant, soudain, quelqu'un surgit de nulle part en bloquant l'attaque avec facilité et en prévenant qu'il ne pourra pas faire ça. Sunbok, maintenant sous sa véritable forme humaine, avec un masque blanc, surgit devant eux soulagé d'être arrivé à temps pour les sauver. Juste après, le masque de papier du démon se déchire complètement. À cause de la chaleur des flammes de l'attaque ennemie, Shinil concentre ses yeux dorés sur le nouveau venu et exige de savoir immédiatement quelle est la véritable identité du jeune homme. Sunbok sourit de façon provocatrice, disant que c'est bien dommage qu'il demande qui il est après l'avoir cherché si désespérément. Il récite fièrement ses anciens titres d'être incoupable et immortel, se présentant officiellement comme le monstre de fer Bulgazal. Il tient son fourreau avec fermeté et prévient qu'il possède maintenant une nouvelle et importante fonction sous les ordres du maître. Il se déclare comme le premier apôtre, recruté sous la protection du régime des 4 grands Li Yong d'assurance obligatoire. Avec un sourire intimidant enveloppé de flammes, il assume avec fierté son nouveau titre de Sunbok de la pension nationale. Pendant ce temps, la scène retourne au temple Beomo au milieu de la nuit, où une terrible et violente bataille a lieu. Les exorcistes hurlent désespérés en réclamant 5 autres paquets de talismans de scellement de toute urgence pour contenir le danger. Une exorciste aux longs cheveux bleus appelle au renfort quiconque a encore un peu d'énergie spirituelle restante. Le commandant ordonne d'envoyer immédiatement un escadron supplémentaire de soutien pour contenir la fureur du bras gauche du monstre géant.
géants, les Soum Senmombis. Combattants crient désespérés qu'ils n'ont plus personne en réserve, pestant contre le manque de soutien contre le moine enragé. Les rapports de combat préviennent que tous les hommes ont déjà été envoyés sur la ligne de front et qu'il y a plusieurs blessés graves. Une exorciste aux cheveux rouges tremble et regrette d'être à sa limite absolue, sentant qu'elle ne pourra pas résister bien longtemps. Elle sent ses forces s'épuiser complètement, mais tente de rester ferme en entendant les cris pour retrouver ses esprits. Elle se rappelle que l'adversaire est indéniablement le combattant le plus fort de toute la compagnie et panique en voyant un poing géant venir dans sa direction. Le directeur de filiale Kim Seo hurle pour motiver le groupe, leur ordonnant de ne pas faire honte au nom de la corporation et de rester totalement concentrés. Ils répondent qu'ils font de leur mieux, mais admettent intérieurement que tout l'escadron d'élite a déjà atteint le point de rupture. Seo analyse que Beom Cheol a complètement perdu la tête, et même en ne comptant que sur sa pure force physique brute, il subjugue des dizaines d'exorcistes. Il reconnaît l'immense pouvoir du moine, qui fait de fait honneur au titre de grand leader de la faction de combat de la corporation de la Porte du Tigre. Le redoutable capitaine Beom Cheol rugit, envahi par une fureur sauvage indomptable. Révélant toute sa force monstrueuse comme leader de la Porte du Tigre, Seo hurle en demandant s'ils ont réussi à contacter un autre capitaine des 12 branches et elle répond que presque tous sont injoignables. Il s'exclame qu'un seul suffirait déjà, juste avant de remarquer un gigantesque et intimidant serpent noir d'énergie surgir soudain à ses côtés. Une voix se moque de l'état du moine, poussant Seo à regretter profondément en réalisant quel était le seul capitaine disponible qui était arrivé. Le nouveau venu ironise en disant que la situation est en train de gâcher leur grande réputation et se prépare avec sarcasme à engager le combat. Il demande en riant, si ça ne dérange personne, s'il élimine simplement le moine, révélant être Saeon, le redoutable leader de la division de la Porte du Serpent. Avec un sourire cynique en coin, Saeon se tourne vers ses subordonnés et dicte son premier et important ordre de commandement pour l'escadron. Il ordonne à tous de quitter immédiatement les lieux, laissant les combattants de la ligne de front complètement choqués par cette exigence. Il marche tranquillement en direction du combat, tout en faisant un geste décontracté de la main pour que ses compagnons battent en retraite. Seko hurle en refusant l'ordre, affirmant que c'est leur devoir absolu de protéger le leader et que Beom Cheol est bien trop dangereux pour rester seul avec lui. Ignorant les arguments, Saeon le regarde du coin de l'œil et commente que le directeur Seo doit être l'hôte responsable de ce rituel. Seo commence à confirmer fièrement son poste, mais est interrompu de façon brusque par un coup absurdement rapide porté par Saeon. Le directeur de filiale est complètement étourdi par l'impact, sans parvenir à comprendre la vitesse impressionnante de cette attaque surprise. Saeon rit en se moquant que Seo parlait avec tant d'assurance qu'il semblait presque être son chef et décide de formuler son exigence une nouvelle fois de façon froide, avec un sourire macabre dans les ombres. Il demande s'il y a un autre supérieur à lui, présent ici, qui souhaite contester ses décisions. Les subordonnés terrifiés répondent qu'il n'y a plus personne, tandis qu'au fond, le moine Beom Cheol continue de grogner avec une fureur sauvage. Le moine possédé pousse un rugissement monstrueux, assourdissant, ses yeux brillants de flammes, prêts à tout mettre en pièces sur son passage. Beom Cheol frappe le sol avec une force brute, créant une onde de choc qui fait monter de la poussière dans tout le temple. Il s'élance férocement contre Saeon, qu'il appelle « mon ami » de façon moqueuse et questionne son état lamentable. Saeon esquive et essuie le sang sur son visage, demandant si cette situation déplorable est la récompense pour la justice qu'il prônait toujours. Avec un sourire sarcastique sur le visage, il décide qu'il va donner une bonne leçon au moine possédé sur le champ. Il canalise son énergie sombre dans le coup connu sous le nom de Crocs du serpent, lançant une charge extrêmement létale. L'attaque transperce l'épaule de Beom Cheol avec facilité, prouvant que même les défenses les plus solides peuvent être brisées rapidement. Le moine possédé pousse un gémissement de douleur lancinant et crache du sang en raison de la gravité de la blessure subie. Satisfait du résultat, Saeon décide de clore le sujet et annonce officiellement la destitution du capitaine Beom Cheol de ses fonctions.
Il le classe officiellement comme un esprit sombre en raison de la possession, utilisant son autorité pour le déchoir de son leadership. Pour l'horreur de tous les subordonnés présents, Saeon lève la main et condamne son propre collègue de compagnie, à la fin par exorcisme. Le directeur de filiale Kim Seo hurle dans un désespoir complet en voyant que son capitaine est sur le point d'être impitoyablement exécuté ici. Cependant, une voix mystérieuse et imposante résonne dans la pièce en appelant Saeon « petit serpent », interrompant l'exécution. En entendant cette voix familière, le sourire sadique du capitaine disparaît instantanément, laissant place à une grande surprise. Un petit garçon aux longs cheveux noirs surgit mystérieusement au-dessus de l'eau et ordonne avec fermeté qu'il baisse la main. Alors que la jeune exorciste trouve étrange la présence d'un enfant ici, Seko hurle désespéré en réalisant la véritable identité de celle-ci. Seko explique à sa compagne novice que cet enfant est en réalité le roi lui-même, le leader suprême de toute la compagnie d'exorcisme. Il révèle que ce jeune garçon est considéré comme l'être le plus proche d'un dieu, gouvernant au sommet des 12 divisions de la corporation Rayong. L'héritage des 12 branches est représenté par les figures du zodiaque chinois qui commandent les divisions secrètes de l'organisation. Le leader suprême Cheonryong, chef de la Porte du Dragon, demande froidement la raison pour laquelle Saeon veut blesser le capitaine Beomo du Tigre. Saeon feint la décontraction et sourit en coin, commentant qu'il n'aurait jamais imaginé que l'ancien viendrait en personne régler le problème. Il confesse sur un ton provocateur qu'il connaissait l'affection de l'ancien pour Beom Cheol et qu'il voulait voir sa réaction de peine si le moine disparaissait sans montrer la moindre patience pour les plaisanteries de son subordonné. L'ancien répète le surnom d'une manière extrêmement intimidante. Il alerte le petit serpent de façon froide, qu'il l'a déjà appelé 2 fois à l'ordre, libérant une aura spirituelle écrasante et sombre. Sentant l'impact de la pression du leader suprême, Saeon sourit de nervosité et plaisante en disant qu'il a failli y passer 2 fois à cause de la frayeur. Il lève les mains en signe de reddition, admettant ouvertement que lui ôter la vie serait une tâche bien trop facile pour quelqu'un comme l'ancien. Mais il se plaint avec sarcasme que le leader a joué de manière déloyale en l'appelant avec la garde basse, promettant de ne plus commettre la même erreur à partir de maintenant. Avec un sourire provocateur, il défie de façon audacieuse l'ancien d'essayer d'attirer son attention, encore une fois, dans cette situation. Toute cette immense soif de combat dans l'air fait que les subordonnés commencent à étouffer et à ressentir une terrible difficulté à respirer. Seo souffre gravement sous la pression spirituelle écrasante, sentant pour de bon qu'il est sur le point de perdre le souffle là, sur le sol du temple. L'ancien surgit instantanément derrière Saeon et touche son épaule, lui demandant ironiquement s'il y a eu un seul moment où sa garde n'a pas été basse. Saeon reste complètement paralysé de terreur en sentant la main du leader suprême sur son cou, sans même avoir pu remarquer son mouvement rapide. Cheonryong affirme savoir très bien qu'il n'a pas d'intention réelle de blesser le moine et ordonne de façon sèche qu'il arrête de s'amuser et vienne en aide. Le leader suprême lui ordonne aussi d'arrêter d'intimider et de blesser Os, subordonné plus jeune, poussant Saeon à pousser un soupir de frustration. Saeon recule en riant et fait semblant que tout cela n'était qu'une blague, félicitant l'ancien de réussir à le lire comme s'il était un livre ouvert. Alors que Seo et les autres reprennent enfin leur souffle, Saeon confirme que l'objectif est juste de contenir Beom Cheol jusqu'à ce que l'escadron de scellement arrive. Il dédaigne la blessure au cou du moine, promettant de la recoudre plus tard et alléguant que la division de recherche a déjà fait ça des milliers de fois. Il ordonne à tous les autres de s'en aller en raison des ordres directs du commandant. Mais Seko blessé tente de protester et refuse de bouger, d'ici contre les ordres. Le loyal Seo s'agenouille sur le sol devant le roi et supplie humblement pour qu'il écoute son appel désespéré. Il reconnaît que la parole du roi est absolue, mais se dit prêt à risquer sa propre vie insignifiante pour lancer cet appel. Seo alerte que la relation entre Saeon et Beom Cheol a toujours été très mauvaise et que laisser les deux seuls dans cet endroit serait bien trop dangereux. Il supplie pour qu'au moins lui et quelques autres puissent rester, tandis que le roi touche affectueusement son visage et loue son immense loyauté. Cheonryong lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà donné sa parole et utilise une goutte d'eau spirituelle pour commencer à soigner l'œil du directeur.
Le leader suprême concentre son regard sur Saeon une fois de plus, faisant en sorte que les subordonnés observent toute cette scène émerveillés et en silence. Saeon rit en coin et confesse sur un ton moqueur que son plus grand désir est de voir le visage calme de l'ancien se tordre de colère. Un beau jour, l'ancien se contente de lui rendre un regard en coin calme et mystérieux, calme, montrant qu'il ne se laisse pas ébranler par provocation acide de son subordonné. Et c'est exactement de cette façon tendue et inattendue que ce terrible incident au temple a finalement pris fin. Saeon fixe le moine enchaîné et lui demande avec dédain s'il est satisfait de la fin de cette histoire, regrettant son absence de réponse. Il dit à son ami de ne pas s'inquiéter car il a donné sa parole à l'ancien qu'il ne lui ferait pas de mal, promettant de le ramener à la normale bientôt. Mais de façon sadique, il confesse qu'il ressent un plaisir immense à voir la souffrance de ceux qu'il apprécie, tandis que le moine se contente de grogner de fureur. Il dit que le moine et l'ancien sont bien trop gentils et révèle en riant que prévoyant tout cela, il avait décidé de préparer une petite surprise avant Saeon, révèle avec un sourire macabre qu'il a envoyé Shinil directement vers le démon de 1000 ans, mentant que sa force serait suffisante pour le capturer. Saeon se demande quelle sera la tête du moine en voyant son disciple sans vie, juste au moment où Shinil entre en courant dans le temple en appelant son maître. Saeon est un peu surpris et se demande à voix basse si ce jeune homme qui vient d'arriver est bien Shinil. En entrant sur les lieux, Shinil reconnaît immédiatement le capitaine Saeon, tandis que Sunbok l'accompagne en silence juste derrière. Shinil salue respectueusement le capitaine Saeon au nom de la porte du tigre, mais Saeon le coupe aussitôt pour lui poser une question. Avec un sourire sarcastique, Saeon demande si le jeune homme a réussi avec succès à venger son maître. Shinil tente d'expliquer que les choses dans tout sont devenues compliquées, mais Sunbok l'interrompt en prévenant qu'ils ont un emploi du temps serré. Shinil s'excuse et dit que c'est urgent, promettant de tout rapporter plus tard, tandis que Sunbok ment en disant être juste sa petite amie. Saeon réalise qu'une variable inattendue est apparue et se confesse à lui-même qu'il n'aime pas du tout cette situation. Il commence à envisager s'il devrait simplement briser la promesse qu'il a faite au leader suprême et éliminer tous ceux qui sont là. Soudain, des griffes sombres s'élancent férocement dans la direction de Shinil, qui se prépare à l'attaque surprise. Sunbok observe la situation, ses yeux rouges, brillants, se demandant si elle devrait s'occuper d'absolument chacun d'eux d'un seul coup. Taewong arrive en courant et hurle furieux qu'on l'attende, tandis que Saeon l'observe avec un sourire cynique. Shachong, qui utilise le corps peu entraîné de Taewong, se plaint du manque d'endurance physique du garçon tout en essayant de reprendre son souffle. Alors que Shachong continue de rouspéter sur la fatigue, il s'arrête soudain et remarque la présence de Saeon à proximité. Le jeune homme, avec le corps du chaman, devient méfiant et laisse échapper un murmure, fixant le capitaine avec une expression peu amicale. Saeon remarque le regard et demande de façon moqueuse ce que le garçon dévisage autant. En voyant que le jeune homme continue de le fixer, Saeon le provoque en lui demandant s'il ne va pas baisser la tête et détourner les yeux. L'histoire remonte alors le temps. Exactement 2 heures avant la rencontre entre Saeon et le groupe du chaman Shachong. Tout commence avec Park Sun-mi, une dame de 87 ans, qui est propriétaire d'un petit restaurant local. Soudain, une bataille explosive pleine de flammes et de fumée commence à se dérouler juste devant elle. Devant tant de destruction, la vieille dame accepte simplement son sort, se disant en elle-même qu'elle a déjà vécu une bien longue vie. Au milieu des flammes, Shinil est impressionné par la force de son adversaire, pensant qu'un spécialiste de ce niveau est rare. Même dans l'entreprise, Shinil est choqué de voir que Sunbok esquive facilement sa technique de prison des profondeurs, quelque chose que les gens ordinaires ne parviendraient même pas à suivre du regard. Shachong loue la performance incroyable de Sunbok et explique que cela arrive parce qu'elle a récupéré son corps d'origine, rendant la synchronisation parfaite. Shachong se dit que le corps humain est plus faible que la forme d'esprit sombre de Sunbok, mais remarque que Shinil n'est qu'un guerrier moyen. Sunbok marche tranquillement au milieu de l'énergie sombre et demande sur un ton moqueur si le garçon a déjà terminé son spectacle de feu. Extrêmement agacé, Shinil prépare d'autres flammes et hurle en qualifiant son adversaire de nuisible immonde, lui demandant jusqu'à quand elle va fuir. Sunbok surgit en un clin d'œil juste à ses côtés et le prévient de surveiller son langage, lui demandant s'il ne veut pas sauver
retrouver son propre maître. Elle révèle qu'elle a gardé le corps du moine pour elle-même, mais qu'elle a maintenant enfin récupéré sa forme d'origine, qui est beaucoup plus attrayante. Sunbok plaisante en disant que s'il demande gentiment, elle pourrait avoir de la pitié, mais Shinil devient furieux de cette moquerie et dit que ce sont des sornettes. Shinil affirme avec détermination qu'il préfère 1000 fois la battre par la force et la traîner jusqu'au lieu plutôt que de se fier aux paroles d'une entité. Shinil avance en disant qu'il lui arrachera un bras s'il le faut, mais Sunbok rit en disant qu'elle a plus de 200 bras à lui offrir en cadeau. Shinil prévient que, puisqu'elle aime les jeux de mots, il va se faire un plaisir de lui déchirer la bouche avant de lui arracher le moindre membre. Sunbok se contente de maintenir son sourire moqueur et demande si ces perles bouddhistes fragiles seraient vraiment capables de faire une chose pareille. Shinil dit qu'elle a trop sous-estimé sa prison des profondeurs. Mais Sunbok s'approche rapidement et rétorque qu'elle ne parlait des perles. Shinil reste paralysé de choc en réalisant qu'il était complètement dépassé en vitesse, sans parvenir à réagir à son coup. Désespéré, Shinil hurle en disant que c'est lui qui a jeté le sort et que le groupe devrait être à genoux en train de supplier pour obtenir son aide. Sunbok fait une grimace amusante et se moque de lui demandant s'il préfère qu'elle lui arrache le bras ou qu'elle lui déchire la bouche en premier. Elle alerte que le moine est vulnérable et que n'importe quel esprit faible peut posséder son corps s'il ne se dépêche pas de régler la situation. Shinil cède finalement et la supplie d'agir vite, ce qui fait rire Sunbok qui lui demande de l'appeler grande sœur. À partir de maintenant, Shinil prévient que dans la demeure du maître se trouve une entité aussi dangereuse qu'elle, poussant la jeune femme à demander qui oserait se comparer à sa puissance. Le jeune homme révèle que son maître était en plein processus de scellement d'un Douéoxini, laissant tout le monde autour complètement sous le choc. Par cette nouvelle, Sunbok confirme que la créature appartient au groupe des 5 éléments et admet qu'en termes de pur pouvoir de combat, il lui est supérieur. Elle explique que les 5 éléments sont les spectres les plus puissants de la période Silla et que le royaume avait besoin d'armées entières pour contenir l'ami de Taewung, s'inquiète pour la sécurité du moine Beom-sheol. Mais Chachaung, dans le corps du jeune homme, garantit avec calme que tout ira bien. Chachaung révèle en riant que c'est lui-même qui a créé le groupe des 5 éléments dans le passé, simplement en battant les gars les plus forts qu'il avait trouvés sur son chemin. Chachaung décide qu'ils doivent aller sauver le moine, puisqu'il a fini dans cet état déplorable pour aider l'un de ses propres descendants. Le jeune homme demande alors ce qui se passerait si le terrible monstre ne reconnaissait pas son ancien maître après tant de siècles passés. Chachaung admet que cela est possible, mais rassure le garçon en disant que si les choses deviennent difficiles, Sunbok sera là pour aider Chachaung. Affirme avec toute la confiance du monde que cela n'a pas d'importance si ce monstre l'a oublié, laissant les autres assez intrigués. Il explique en riant que même si l'esprit du monstre ne se rappelle pas, son corps s'en souviendra certainement, tandis que Sunbok le porte sur son dos pour courir. L'âme flottante de Taewung demande avec inquiétude ce qui va se passer avec le restaurant détruit et avec la vieille dame. Mais Shinil le rassure. Shinil explique que les souvenirs des témoins, tout comme les dégâts, seront restaurés, laissant Taewung choqué par une telle possibilité. Le jeune homme ajoute que c'est exactement le genre de pouvoir dont la compagnie Ryong est capable pour garder le secret. De retour au présent, 2 heures plus tard, un terrible cri résonne dans le temple Beomo au milieu de l'obscurité de la nuit. Beom-sheol rugit férocement de douleur et de fureur, ses yeux brillants d'un ton rougeâtre effrayant. En entendant ce rugissement désespéré, Shinil court de toutes ses forces en direction de son maître, accompagné de près par Sunbok. Shinil exige qu'elle retire le sort du maître immédiatement. Mais Sunbok se plaint en disant qu'être aussi pressé de la sorte lui enlève toute son envie. En remarquant leur agitation, Chachaung demande du calme et leur dit d'attendre un instant avant de prendre la moindre décision précipitée. Chachaung explique que le capitaine aux yeux de serpent lui a conseillé de ne pas briser le scellement de Beom-sheol de façon aussi directe. L'âme flottante de Taewung observe le capitaine Saeon et se demande si cet homme mystérieux est l'un des cadres de l'entreprise d'exorcisme. Taewung ressent une présence effrayante venir de lui, tandis que Saeon trouve très
étrange tout ce qui se passe ici dans ce temple. Saeon se doute qu'une jeune lycéenne, apparue de nulle part, réussisse à défaire un sort aussi puissant que lui-même, mettrait beaucoup de temps à briser. Saeon se demande où cette fille forte était cachée, tandis que Sunbok pense que le sort est facile à briser parce que c'est elle-même qui l'a créé. Le jeune chaman explique que la compagnie est une organisation qui maintient l'équilibre et protège la médiation entre les humains et les spectres bizarres. Il alerte que, selon la vision de l'entreprise, l'apparition de Sunbok et Chachaung représente une anomalie dangereuse et au jugement totalement imprévisible. À cause de cela, Shinil demande avec insistance qu'ils ne révèlent pas leurs véritables identités jusqu'à ce qu'ils réussissent à sauver le maître Sunbok, plaisante en disant qu'elle a suivi son petit ami par jalousie, tandis que Saeon demande si elle est intéressée à rejoindre la compagnie d'exorcisme. Shinil se plaint qu'elle désobéit en se mêlant de l'entreprise. Mais Sunbok chuchote en retour en disant qu'elle a juste paniqué et menti. Sur le coup, Saeon interrompt la dispute de couple et explique qu'ils ont besoin de briser le sceau et de défaire le sort, presque en même temps pour que ça marche. Il prévient qu'au moment où le sceau sera brisé, Beomkeol va charger avec fureur contre eux et détruire tout ce lieu sacré. Le capitaine confesse qu'il comptait juste attendre que la force du monstre s'épuise, mais maintenant les choses ont complètement changé de visage. En écoutant toute l'explication du capitaine de la Porte du Serpent, Sunbok fait une grimace amusante et dit qu'elle a tout parfaitement compris. Sunbok confirme qu'elle doit défaire le sort à l'instant précis où le scellement sera brisé. Et Saeon dit que cela ne marchera que si elle est habile. Elle garantit qu'elle peut le faire. Et Saeon est si impressionné par son assurance qu'il l'invite à rejoindre sa propre division. Beomkeol commence à gémir de douleur, tandis qu'une fumée mystique monte de son corps, attirant l'attention de tous les présents qui observent. Tendu, Saeon insiste pour la voir dans son escadron en raison de tant de talent, mais elle esquive la conversation en disant qu'elle a d'abord besoin de la permission de ses parents. Au milieu de cette discussion amicale, quelque chose vole à toute vitesse et frappe la tête de Saeon de plein fouet, effrayant même Sunbok. Saeon est projeté brutalement en arrière par un coup de poing dévastateur qui le touche par surprise en plein milieu du visage. L'impact du coup génère une onde de choc gigantesque qui balaie toute la cour du temple, surprenant les autres qui regardent effrayés. Le capitaine Saeon est projeté avec une extrême violence contre la muraille de pierre, détruisant la structure sous la force du fracas. Le jeune homme, en état d'esprit, panique et hurle en disant que leur plan a échoué, mais Chachaung garde son calme habituel. Le roi chaman Chachaung analyse la situation froidement et commente qu'en réalité, cet autre individu a été touché intentionnellement. Le monstre possédé se relève en riant et se réjouit d'avoir cassé la figure de Saeon, commençant à compter les autres adversaires qui restaient là. Il brise les lourdes chaînes qui le retenaient de ses propres mains, se moquant de l'audace des simples humains qui ont tenté de le contenir. La créature frappe fermement le sol de toute sa force mystique, déclarant avec colère qu'elle ne pardonnera jamais à ceux qui ont osé la tromper. Il rugit bien fort tout en sentant l'énergie circuler dans son corps, réalisant que ce réceptacle humain est parfait pour son pouvoir. Se sentant extrêmement revigoré et fort avec ce nouveau corps physique, le monstre affirme de façon arrogante qu'il se sent même miséricordieux. Le redoutable roi des gobelins, Doué Oxini, fixe les survivants dans la cour et demande sur un ton intimidant qui de tous a brisé son sort, sans montrer la moindre trace de peur devant cette terrible créature. Sunbok lève la main avec tout le calme du monde et s'accuse. Le démon laisse échapper un rire sonore et moqueur en réalisant que celle qui a accompli un tel exploit était une simple et fragile jeune humaine. Il propose alors d'épargner seulement sa vie à condition qu'elle devienne sa promise, laissant Sunbok complètement indigné par tant d'audace. Sunbok réalise que le monstre ne l'a pas reconnu du tout et se demande sur un ton ironique si cela est arrivé parce qu'elle est devenue beaucoup plus jolie. Je rouspète à voix haute, tandis que Chachaung, avec le corps de Taung, la fixe de loin en silence, avec une expression très sérieuse. Le scénario nous ramène à 3 heures en arrière, montrant l'instant précis du combat entre Shinil fatigué et le chaman Chachaung. Tout en observant tout depuis l'extérieur, Sunbok commence à analyser la situation de manière minutieuse, tentant de trouver la meilleure stratégie d'action. Sunbok pointe Beomkeol du doigt et hurle aux autres que ce monstre colossal est en réalité son cher époux. Chachaung
accepte la plaisanterie sur le coup et la félicite pour le mariage de Sunbok, poussant Shinil à s'irriter du manque de sérieux de leur part. Mais Sunbok s'effraie vite quand Cha-Chong commence à citer de façon ironique les lois criminelles de l'organisation qu'elle serait en train de transgresser. Le démon rit et commente que le chaman semble avoir découvert une faiblesse chez Sunbok, mais lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'elle l'a choisi. Il admet ressentir une énergie spirituelle bien forte venant du chaman, mais note qu'elle est faible et instable, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Cha-Chong dit que le démon n'est pas en position d'être aussi arrogant et demande s'il ne l'a pas encore reconnu en voyant son pouvoir spirituel. Le chaman se demande comment il a pu tout oublier, malgré tout ce temps passé, jusqu'à ce qu'il se rappelle soudain un détail. Il réalise qu'en plus du long temps qui s'est écoulé, son propre pouvoir spirituel est à la limite, rendant impossible pour le monstre de le reconnaître. Cha-Chong esquisse un sourire en coin intrigué et trouve toute cette situation assez amusante. Il marche confiant et dit comprendre la raison pour laquelle Sunbok est si sûre d'elle, mais prévient qu'elle a commis une erreur gigantesque. Cette fois, Cha-Chong s'approche et explique avec un regard pénétrant que dans le monde des Dokaibis, la loyauté a bien plus de valeur que la vie elle-même. Le chaman ajoute que si le démon ne parvient pas à se souvenir de lui, il va se faire un plaisir de rafraîchir la mémoire de la créature. Devant la question du monstre sur ce qu'il est en train de dire, Cha-Chong touche son épaule et lui demande s'il se rappelle ce nom. Il se remémore avec nostalgie les coups de poing que les deux ont échangés sous cet arbre, par une belle nuit d'automne dans le passé. Le démon se paralyse de choc, tandis que Cha-Chong s'approche encore plus en souriant et confirme qu'il est bien son grand frère. Il se présente comme le chaman Cha-Chong, le maître des eaux 5 éléments qui a infligé la première défaite de la vie de ce monstre. Il demande de façon sarcastique si un grand frère ne devrait pas être respecté pour toujours, faisant écarquiller les yeux du démon. Sunbok reste totalement ébahi en entendant le nom de Cha-Chong et en voyant le monstre se référer à lui comme à un grand frère. Elle se rappelle immédiatement l'article cité par le chaman précédemment, tentant de comprendre ce que tout cela signifie à ce moment précis. La jeune femme commence à suer de nervosité en se rappelant le paragraphe de la loi chamanique que le maître a mentionné avec tant d'assurance. Le monstre s'écarte soudain confus et demande au chaman la raison exacte pour laquelle il se proclame son grand frère. Le démon attrape Cha-Chong par le col avec fureur, disant qu'il a écouté toutes ces sornettes en silence et veut savoir pour qui il se prend. Cha-Chong est un peu confus et demande si le démon n'est pas le roi d'Okaebi Cheong-bi, faisant que Shinil et les autres ne comprennent plus rien. Le monstre éclate de rire et explique que c'est le nom du roi de première génération, alors que lui est le roi de troisième génération, appelé Jeogbi. Os dit qu'il a trouvé la conversation amusante, mais prévient que maintenant il va tous les massacrer, poussant Shinil à se préparer au combat avec désespoir. Au milieu de toute cette tension extrême et ce danger de mort imminent, Cha-Chong se contente d'afficher un sourire en coin calme et mystérieux. Sunbok pousse un soupir de soulagement et commence à rire fort, essuyant une larme au coin de l'œil en réalisant la grosse gaffe qui venait de se produire ici. Le narrateur explique que ces monstres possesseurs d'une force physique, d'une densité osseuse et d'une régénération absurde sont connus sous le nom de Dokaebis, pleins d'énergie et en quête constante de divertissement. La plus grande source d'adrénaline et de plaisir pour ces créatures n'était pas la boisson, mais quelque chose de brutal. Le combat sanglant pour tester les forces était considéré comme le rituel le plus noble et sacré dans la vie de chacun de ces démons brutaux. En raison de la tradition de maintenir une hiérarchie éternelle de fraternité après le premier combat, les duels entre eux ont commencé à disparaître petit à petit. Pour régler cela, le premier roi organisait un tournoi sanglant tous les 100 ans qui est devenu connu sous le nom de la Grande Guerre des Dokaebis. Le festival servait à réorganiser les positions de pouvoir et à choisir le gobelin le plus fort de tous pour recevoir le titre suprême de Dueoxini. Dans le tournoi pour désigner le troisième roi, le jeune Jeogbi arrive par surprise et demande à l'ancien qui était le guerrier le mais puissant actuellement. En se faisant dire d'attendre le résultat de la finale, Jeogbi tire la barbe de l'ancien avec irrespect et exige de connaître le nom du champion absolu des lieux. Jeogbi répond qu'il n'a que 92 ans et l'ancien commente en riant qu'il est pratiquement un enfant à côté de l'âge des autres démons.
l'ancien révèle que le plus fort d'ici est Nokwangbi, qui conserve le titre depuis 1000 ans, choquant Jeogbi qui pensait que tous s'éteignaient à 700 ans. L'ancien explique que 700 ans est l'espérance de vie moyenne chez eux, ce qui faisait du champion de 1000 ans un véritable monstre sacré. Sur la cour de combat du tournoi, l'adversaire admet finalement sa défaite et se rend devant toute cette force démesurée de son rival. Nokwangbi observe le guerrier à terre et le félicite avec respect, reconnaissant qu'il s'est très bien battu pendant toute la bataille du tournoi. Nokwangbi, le redoutable deuxième roi âgé de 1000 ans, pose la main sur la tête de son adversaire vaincu et réaffirme sa position de leader. Le guerrier vaincu rit et félicite Nokwangbi pour ce titre historique, lui demandant de façon amicale s'il ne vieillit simplement jamais. En plein milieu de la célébration, l'insolent Jeogbi surgit soudain derrière le champion et lui demande de façon directe s'il est bien le roi gobelin des lieux. Il se présente en riant fort et prévient que l'ancien l'a informé que, s'il battait le champion, il serait considéré comme le plus fort de tous. Jeogbi demande avec toute son arrogance si le roi y voit un inconvénient à ce qu'il lui prenne sa couronne de champion à ce moment précis. Intriguant, le grand démon Nokwangbi prévient sérieusement que les noms de couleurs ne doivent être utilisés que par des dokebis forts, mais le jeune insolente rétorque qu'il est bien fort. Les autres démons hurlent, furieux du manque de respect de l'intrus. Mais Jeogbi ignore simplement les cris et répète sa question de façon cynique. Les gobelins soutiennent que le roi est fatigué de la grande finale, mais Nokwangbi leur dit de ne pas s'inquiéter, car il ne refusera jamais un combat direct. Avec un regard effrayant, le champion prévient en souriant que, pour le malheur du garçon, il commençait tout juste à s'échauffer pour se battre. Nokwangbi prévient qu'il a l'intention de donner une leçon douloureuse au jeune homme pour avoir bafoué les règles du tournoi, lui demandant s'il est prêt à être corrigé. En réponse à la menace du champion de 1000 ans, Jeogbi se contente d'arborer un sourire macabre plein de dents acérées, montrant qu'il accepte le défi. Sans hésiter une seule seconde, le jeune démon bondit de toutes ses forces en direction du roi pour entamer ce dangereux combat sanglant. Il attaque avec une fureur dévastatrice et sans donner le moindre avertissement préalable, faisant trembler toute l'arène sous le fracas du premier impact de force. Le roi Nokwangbi est impressionné de voir la rapidité du jeune homme et réalise que ce garçon n'est vraiment pas un adversaire ordinaire. Jeogbi vole en direction de son opposant en lui hurlant de serrer les dents. Tandis que le roi se choque de la vitesse impressionnante de l'attaque, les autres gobelins commentent que tout le monde ici a déjà reçu une réprimande du champion étant jeune, se plaignant que le garçon ne s'est même pas arrêté pour écouter toute l'histoire. L'ancien commente qu'affronter une muraille comme Nokwangbi serait un bon apprentissage pour le jeune homme, mais change vite d'expression en voyant le combat. À la surprise du vieux gobelin, la lutte qui semblait totalement déséquilibrée et facile se prolonge par un violent échange de coups rapides. Les deux guerriers brutaux continuent de porter des coups de poing dévastateurs sans s'arrêter, entrechoquant leurs forces immenses. Consécutivement dans l'arène, Jeogbi laisse échapper un rire fou au milieu du combat qui était maintenant devenu une dispute équilibrée de vie ou de mort entre les deux. Les spectateurs assistent à tout complètement choqués, sans parvenir à croire que le garçon se bat d'égal à égal contre le roi l'ancien, analyse que malgré des apparences d'égalité, il y a une différence évidente, car le roi possède l'expérience accumulée de près de 1000 ans de vie. En utilisant ce bagage supérieur, Nokwangbi réussit à immobiliser le garçon au sol, faisant gémir Jeogbi de douleur sous le poids de l'attaque écrasante. L'ancien reconnaît que le garçon est un talent brut sans précédent et que la place de prochain roi serait certainement la sienne à l'avenir. Cependant, le vieux gobelin se paralyse soudain de terreur en réalisant qu'il avait commis une grave erreur de calcul dans ses prévisions. La lutte qui devait finir vite s'est poursuivie sur des centaines de coups et s'est étendue inlassablement pendant une journée entière de combat intense. Le temps a passé et le violent combat sanglant a continué fermement pour la deuxième journée consécutive sans qu'aucun d'eux ne recule. L'échange de coups colossaux entre les deux démons a persisté jusqu'à atteindre la troisième journée de suite de pure brutalité physique.
La résistance incroyable des guerriers a fait que la terrible bataille s'est prolongée jusqu'à la 4e journée consécutive de lutte. Finalement, après 4 jours, 4 heures aux 32 minutes de dispute ininterrompue, le combat a commencé à donner des signes de fin. Le corps, couvert de blessures graves et complètement épuisé par la fatigue, le vaincu de cette guerre légendaire est finalement tombé à genoux. Jeogbi crache du sang et fixe son adversaire en silence avec un regard affaibli, acceptant qu'il est arrivé à sa limite physique absolue. Il se trouve que celui qui est tombé vaincu au sol était l'ancien roi Nokwangbi, montrant l'erreur de l'ancien qui n'avait pas prévu que le trône changerait de propriétaire. Le nouveau roi Jeogbi admet qu'il a conquis le trône en ignorant les règles du tournoi, mais se montre soulagé que toute cette bataille soit terminée. Il dit qu'il était inquiet de ce que les autres feraient s'ils avaient la moindre réclamation à propos d'un jeune démon brisant les règles et les lieux. À sa surprise, tous les autres d'Okaibis s'agenouillent respectueusement et le saluent comme le tout nouveau et légitime gouvernant suprême. Jeogbi affiche un immense sourire effrayant et déclare haut et fort qu'il va hériter de la grandiose volonté de l'ancien maître Nokwangbi. Il hurle qu'il gouvernera pendant 10 000 ans, mais le capitaine Saeon surgit soudain derrière lui et le prévient de façon froide que son mandat s'arrête aujourd'hui. Jeogbi est sous le choc en réalisant qu'un humain a réussi à s'approcher dans son dos sans qu'il ne remarque même sa présence à proximité. Saeon demande en riant pourquoi ils font le tournoi de manière aussi secrète. Commentant le temps que son entreprise a passé à les chercher, l'ancien gobelin hurle courroucé, demandant comment un simple humain effronté ose interrompre le tournoi sacré de leur race de cette façon. Avec dédain, Saeon fait un geste de la main et conseille au vieux démon de rester bien tranquille s'il ne veut pas subir de terribles conséquences. À cet instant précis, des dizaines d'exorcistes en costume de la compagnie surgissent des ombres. Encerclant complètement toute l'arène de combat, Saeon prévient qu'il serait tragique que les démons se blessent. Laissant les gobelins effrayés sans savoir quand les humains les avaient encerclés, Jeogbi grince des dents de haine en réalisant que les humains lâches ont attendu exprès que tous les gobelins soient épuisés. Envahi par une fureur extrême, le nouveau roi gobelin hurle en qualifiant les humains de lâches, charge avec un coup de poing puissant en direction de Saeon. Saeon esquive avec un sourire, se montre assez surpris de voir que son opposant a encore tant d'énergie restante après 4 jours de lutte. Le capitaine de la Porte du Serpent conserve son ton de moquerie calme et prévient que malgré toute cette force formidable du monstre, Saeon attaque en décochant un coup de pied précis exactement à l'endroit de la blessure de son adversaire. Laissant Jeogbi complètement étourdi par le coup, Jeogbi hurle de douleur sous l'impact violent, tandis que Saeon ironise en disant que ce coup douloureux a vraiment dû faire bien mal. Du sang coulant sur le visage, le jeune démon grince des dents de haine et répète furieux que les humains sont des lâches sans honneur. Saeon rétorque qu'un roi qui a triché au tournoi n'a pas le droit de se plaindre, rappelant que son organisation d'exorcisme ne joue pas selon les règles. Avec une moquerie sadique, le capitaine se prépare à marcher sur son opposant à terre et réaffirme avec fierté que les humains sont de fait bien lâches. De retour au présent, le roi gobelin dit qu'il ne se rappelle même plus combien de mois se sont écoulés et affirme que mettre en pièces les humains ici serait bien peu pour venger le passé. Cependant, le monstre révèle que sa fureur a un peu diminué du fait d'avoir réussi à obtenir une promise aussi adorable. Poussant Sunbok à grogner de dégoût, le démon libère une immense aura rougeâtre et se réjouit que sa synchronisation avec le corps musclé de Beomkeol soit incroyablement parfaite. Il loue le fait que Beomkeol ait entraîné son corps physique au niveau d'un Dokaebi légitime, trouvant cela un exploit humain impressionnant. Le monstre décide d'épargner la vie du groupe pour l'instant, prévenant que sa priorité pour le moment est d'aller chercher l'ancien maître Nokwangbi et les autres. Il ordonne aux survivants de s'écarter du chemin et s'en va en emportant Sunbok sur ses épaules, laissant Shinil extrêmement tendu par toute la situation. Shinil se sent complètement impuissant devant tant de puissance et se demande si les trois ensemble auraient la moindre chance de battre la créature, alors que Shinil suggère qu'ils organisent une attaque surprise pour sceller le monstre. À nouveau, Chachaong interrompt soudain et propose un duel à au monstre.
Le démon s'arrête et regarde en arrière surpris, et Chachang rappelle qu'il a lui-même admis avoir conquis son trône en ignorant les règles du tournoi. Le chaman affiche un sourire en coin, confiant, et défie le roi des gobelins de faire une guerre d'Okaibi contre lui à cet instant précis. Jogby rit et demande si son offre d'épargner sa vie a donné envie au chaman de jouer au courageux, mais prévient que la raça des Dokeibis a été instruite d'une autre façon. Il dit qu'il ne refuse jamais un défi de combat et menace Chachang, lui garantissant de façon intimidante qu'il le lui fera regretter profondément. Cependant, Chachang lève son index calmement et prévient qu'il aimerait imposer une seule condition de base avant que le combat ne commence. Il explique, avec un sourire sur le visage, qu'il serait dans un désavantage physique total s'ils avaient un combat ordinaire Ito, classique à coups de poing et de pied. Le chaman propose qu'ils s'échangent des coups alternés un chacun à son tour pour que ce soit plus juste, laissant le démon confus par cette idée inhabituelle. Chachang provoque son adversaire en lui demandant s'il a peur de perdre, s'il accepte de se battre en alternant les coups. Faisant taire le démon Jeogby, demande s'il pense vraiment pouvoir gagner de cette façon, mais finit par accepter le défi direct en raison de son orgueil de Dokaibi. Sans perdre de temps, le terrible monstre déclare qu'il sera le premier à frapper et assène un coup de poing violent directement au visage du jeune chaman. Jogby loue le courage du jeune homme et dit que, comme il a promis d'épargner sa vie, il s'est fait un devoir de retenir un peu sa force monstrueuse dans ce coup. Le coup projette le jeune homme en arrière, en lui faisant cracher du sang, tandis que le démon commente qu'encaisser un coup de poing de roi prouve qu'il doit être un humain bien fort. Il se vante en disant être Jogby, le roi le plus fort de l'histoire, et prévient qu'il existe des barrières dans le monde que de simples humains ne parviendront jamais à franchir. Jogby se retourne en espérant que cela serve de leçon, tandis que Shinil court désespéré pour porter secours au corps à terre de Taewung. Soudain, le jeune homme à terre chuchote de façon froide que maintenant c'est à son tour d'attaquer, faisant paralyser le grand démon sur le coup. Par la surprise, Taewung se relève en chancelant, du sang coulant, et répète que c'est son tour, laissant Shinil complètement sous le choc. En voyant que le chaman a survécu, Chachang se plaint auprès de l'âme du garçon du manque d'entraînement et de force physique du réceptacle, poussant Taewung à s'excuser, embarrassé par la réprimande. Il note que, bien que la vigueur physique du garçon soit médiocre, la résistance et la durabilité de ce corps humain sont anormalement absurdes pour un humain ordinaire. Le chaman se rappelle que le garçon s'était senti totalement bien dans le passé même, après s'être jeté du haut d'un immeuble entier sans subir aucune égratignure grave. Il en conclut avec la plus grande certitude que ce réceptacle n'appartient pas à un humain ordinaire, mais au corps d'un héritier légitime et puissant de sa lignée. Réalisant le véritable potentiel caché du garçon, Chachang sourit en coin et commente que cette découverte change les choses en sa faveur à partir de là. Le démon se retourne surpris, tandis que Chachang prévient qu'il comptait y aller doucement pour ne pas détruire le corps du garçon, mais que maintenant, il va attaquer avec plus de force. Le monstre devient furieux de cette audace et demande s'il a perdu l'esprit pour penser qu'il peut défier l'autorité du grand gouvernant. Gobelin Chachang marche confiant dans sa direction et rétorque que celui qui a perdu l'esprit pour de bon est le démon pour avoir osé croiser son chemin. Sunbok observe en silence, tandis que Chachang prévient que les gobelins ont toujours besoin d'apprendre de la pire des manières à distinguer l'or des détritus. Le chaman se moque des paroles précédentes de son opposant et commente que, quelle que soit la hauteur d'une montagne, au bout du compte, elle reste juste une montagne. Il lève le poing en direction du géant avec un regard effrayant et ordonne à son opposant de bien serrer les dents à partir de cet instant précis. Le chaman avance de toutes ses forces en portant un coup de poing dévastateur et déclare de toute son autorité ancestrale qu'il va enseigner aux démons ce qu'est le véritable ciel. L'immense démon écarquille les yeux complètement horrorisés en ressentant la force dévastatrice et divine qui émane du coup de poing du jeune chaman. Il reste complètement paralysé de terreur alors qu'il réalise l'énergie massive qui est sur le point de le frapper de plein fouet. Une mystérieuse fille aux cheveux roses portant une casquette observe cette immense explosion d'énergie de loin, laissant échapper un murmure émerveillé par la scène. Elle reste totalement stupéfaite par la magnitude d'une telle puissance et commente pour elle-même à quel point toute cette démonstration de force est incroyable. Soudain, elle tombe sur le corps de Saeon ensanglanté au milieu de la forêt
forêt et se demande sous le choc si ce corps sans vie appartient vraiment au capitaine très inquiète et appréhensive. Elle chuchote le nom de son compagnon tout en concentrant son regard sur la terrible scène du corps inerte. Soudain, la fille fait un bond de joie bien enfantin en réalisant qu'elle a décroché le gros lot avec cette situation inhabituelle. Elle se moque en disant qu'il est resté sur le terrain, mais prend une frayeur énorme quand Saéon surgit vivant et demande si le lapin a finalement pointé son nez par là. Saéon se plaint du retard de la division de sauvetage et commente en riant qu'il a dû utiliser sa technique secrète de mue comme un pari dangereux pour survivre. La fille lui ordonne de se taire et demande s'il a fait quelque chose d'étrange avec le moine Beom Sheol, mais Saéon se contente d'esquiver la conversation, ce qui l'énerve encore plus. Il explique avec un sourire embarrassé qu'il a aussi été touché par surprise et projeté au loin, tandis qu'elle commente à quel point il fait honneur à son nom de serpent. Le capitaine de la Porte du Serpent conserve son sourire mystérieux sur le visage et commente qu'il n'y a qu'une seule et unique chose dont il est absolument sûr. Ils observent émerveillés un gigantesque faisceau de lumière fendre les cieux et il en conclut que quelque chose de véritablement surréaliste vient de se produire dans ce temple. Pendant ce temps, en ville, les ruines du restaurant, détruit lors des affrontements précédents, commencent à bouger de façon étrange et mystérieuse. Les membres de la division des réparations hurlent que la cuisine est déjà totalement restaurée et ordonnent de finir les murs avant que d'autres curieux n'apparaissent par là. Le leader de l'escadron prévient qu'il y a 14 témoins au total et ordonne qu'on efface les souvenirs de chacun pour éviter les fuites d'informations. L'un des agents en costume marche dans la direction de la vieille dame et commente à voix haute que la vieille dame est le dernier témoin qui reste pour le processus. La dame demande avec tristesse s'ils doivent vraiment effacer ses souvenirs, commentant que chaque petit instant devient précieux dans la vieillesse. Elle explique avec un regard nostalgique qu'aujourd'hui son défunt mari était enfin apparu dans son rêve après de nombreuses années sans le voir. Elle supplie en promettant de ne rien raconter à personne, mais l'agent s'excuse et pose la main sur son front, disant que les règles ne souffrent aucune exception. Le narrateur explique qu'effacer des souvenirs de façon précise exige la manipulation de milliers d'émotions gravées dans l'esprit et des altérations au niveau cellulaire. L'agent dit à la vieille dame de ne pas être triste d'avoir les souvenirs effacés, tout en canalisant son pouvoir pour entamer le délicat processus mental. Il explique qu'à l'inverse de l'effacement, revivre des souvenirs douloureux est comme vivre dans un véritable enfer éternel à chaque nouvelle journée de sa vie. Avec un regard sérieux et pensif, le jeune exorciste aux yeux jaunes conclut en silence son devoir de protéger le secret de cette organisation. Sun Bok, l'âme de Taewong, observe la scène perplexe devant le dénouement inattendu de l'attaque qui a fini par rater le monstre exprès. Le démon Jeogbi est intrigué par l'attitude du chaman et demande à voix basse la raison pour laquelle il a manqué le coup de poing exprès. Il fait face au chaman et répète sa question de façon directe, exigeant de savoir pourquoi il a manqué le coup. Intentionnellement, Shashang explique en souriant que s'il le touchait de toutes ses forces, son grand frère Beom Sheol, propriétaire de ce corps, finirait par se blesser. Le chaman se moque encore de façon confiante, demandant si le monstre serait vraiment capable de supporter l'impact réel de ce coup s'il le touchait. Impressionné par l'honneur et la force de son opposant, le jeune Jeogbi s'incline respectueusement et salue Shachang comme son légitime grand frère. Shachang sourit en louant l'honnêteté directe des Dokebis et prévient qu'en tant que grand frère, il n'a que 2 petites faveurs à demander. Il demande d'abord au démon d'arrêter de posséder le corps de Beom Sheol et de le rendre à son véritable propriétaire, puis révèle la seconde demande. Shashang lui ordonne de capturer Sun Bok immédiatement, la pointant du doigt et la qualifiant de traîtresse pour avoir choisi le mauvais côté du combat soudain. Shashang s'évanouit pour avoir dépensé trop d'énergie et l'âme de Taewong est tirée brusquement de retour dans son propre corps. Le jeune homme se réveille confus et paniqué en réalisant qu'il a repris le contrôle de son corps physique. En plein milieu de cette situation bizarre, Taewong est choqué de remarquer qu'il est de retour, tandis que Sun Bok explique que l'ancêtre s'est évanoui en raison de l'utilisation excessive de pouvoirs spirituels. Sun Bok prévient qu'il sera possédé à nouveau quand le chaman se remettra, mais est soudain surprise par une attaque rapide venant dans sa direction. Le colossal Jeogbi décoche un coup puissant qui projette la jeune femme en arrière, accomplissant l'ordre qu'il avait reçu de son nouveau maître.
Extrêmement irritée par cette agression, Sunbok dégaine son épée et se prépare à se battre sérieusement contre le démon hors de contrôle. Elle hurle furieuse en demandant s'il a perdu la tête, lui rappelant qu'elle est son aînée et exigeant du respect et de meilleures manières de sa part. Le monstre Jeokbi ignore les cris et affirme avec conviction que cette tâche est la seconde faveur officielle laissée par son grand frère. Il lève le poing fermé, mais hésite soudain, confus, en se rappelant une suite amusante et inattendue de l'ordre. Du chaman Sunbok demande s'il sait pendant combien d'années elle a servi fidèlement aux côtés de Shashong, affirmant avec fierté être une experte du maître. Elle hurle en disant que le maître a juste parlé de capturer la traîtresse, questionnant la raison pour laquelle il invente des choses de sa propre tête. Elle théorise ce que le chaman aurait pu dire, faisant en sorte que le démon se sente assez confus et embarrassé par ses propres pensées. Sunbok ordonne furieuse au monstre de se mettre à genoux, tandis que Shinil aide Taewung et lui demande s'il va bien, après tout ce remue-ménage. Taewung se demande pourquoi il va bien après avoir été frappé, et Shinil clarifie que cette immense résistance physique est purement sa force naturelle. Shinil révèle qu'il observait le jeune homme de près en raison de certains soupçons, et affirme avec sérieux que ses prévisions étaient chez juste. Le jeune homme révèle de façon directe que Taewung est en réalité un héritier de la lignée divine, laissant le jeune lycéen complètement sous le choc. Shinil explique qu'il doit d'abord présenter le concept de l'originateur, qui, pour faire simple, peut être considéré comme une divinité ancestrale. Il explique que les ancêtres qui donneront naissance à des pouvoirs spéciaux sont les originateurs, que leur puissant ADN est laissé à la lignée directe. Avec le fil des générations et l'accumulation de cet ADN spécial dans la famille, quelqu'un qui hérite de tout le pouvoir d'origine finit par naître tôt ou tard. Il ajoute que ceux qui naissent avec ce don rare sont appelés des héritiers. Révélant qui est l'héritier légitime de Shashong, Shinil le pointe directement du doigt et révèle que l'héritier de cette génération est Taewung lui-même, poussant le garçon à lui demander de patienter un peu. Le garçon demande si son défunt père aurait pu lui aussi être un héritier, mais Shinil nie et dit que son père était probablement juste ordinaire. Shinil explique que les héritiers sautent plusieurs générations et Taewung se désespère en pensant à la raison pour laquelle son père ordinaire a disparu de façon mystérieuse. Taewung demande s'il y a un moyen de retrouver son père disparu, même s'il ne faisait pas partie de la corporation Ryong, mais Shinil dit que c'est difficile. Cependant, il le prévient que tout est possible si Taewung décide de rejoindre la corporation Ryong, promettant de l'aider à retrouver son père et à se protéger. Les yeux écarquillés de panique et de surprise devant cette proposition inattendue de Shinil, le jeune Taewung hurle en refusant immédiatement l'idée. Taewung rappelle que l'entreprise est dangereuse pour les anomalies, mais Shinil insiste sur le fait qu'étant un héritier, la corporation fera certainement tout pour l'aider. Sunbok interrompt la conversation en leur ordonnant d'arrêter avec ça, accuse rudement les humains d'avoir blessé son allié Due Oxini. Alors que Sunbok se méfie de la nature du groupe d'exorcistes, la mystérieuse Myoyeon l'enlace affectueusement par derrière et dit que l'endroit n'est pas si mauvais. Myoyeon commente en riant qu'elle a pris un peu de retard en raison d'une petite discussion qu'elle a eue avec Saeon, tandis que Sunbok reste paralysé de surprise. Myoyeon prend la direction des opérations et dit à tous de se calmer et de commencer à organiser cette situation confuse avant de prendre toute autre mesure. Le démon Jeokbi est sous le choc en réalisant qu'il n'a même pas pu suivre la vitesse de déplacement absurde de cette fille mystérieuse Myoyeon, salue Shinil joyeusement, faisant en sorte que le jeune homme aux cheveux blancs et Taewung se retournent rapidement par surprise pour la regarder. Shinil la reconnaît comme la capitaine Myoyeon, leader de la Porte du Lapin, qui fait un signe amical de la main et félicite l'effort du jeune exorciste aujourd'hui. Myoyeon commente qu'elle est extrêmement proche de cet homme mystérieux et demande à Shinil de raconter vite ce qui se passe ici, dans cet endroit. Soudain, elle change son expression amicale pour un regard froid et demande de façon sèche s'il faut éliminer le monstre géant sur le champ. Mais avant que le moindre combat ne commence, Jeokbi lui-même interrompt la capitaine et prévient de façon sérieuse qu'il n'y a aucun besoin pour un tel conflit.
Le démon explique calmement que son grand frère Cha Chaung lui a déjà ordonné de rendre le corps physique de Beom Sheol à son véritable propriétaire. Il conclut en disant que sa parole d'honneur est donnée, qu'il ferait cela, laissant Myoyeon assez intriguée et surprise par la noblesse de la créature Shinil, décide d'accepter les paroles de son opposant et commente que la promesse solennelle d'un Dokaibi légitime est de fait quelque chose de très fiable. Myoyeon affiche un sourire amical et demande si les seules personnes extérieures à l'organisation ici sont la jeune Sunbok, le petit Taewung. Myoyeon se réjouit joyeusement et dit qu'avant de se quitter, ils ont besoin d'éclaircir tout malentendu persistant, laissant Taewung confus. Avec un immense sourire accueillant sur le visage, la capitaine dit qu'elle recommande fortement qu'il rejoigne la corporation, mais garantit qu'elle ne va le forcer à rien. Taewung demande surpris si cela est vraiment permis. Et la jeune capitaine confirme avec toute l'excitation du monde tout en leur tenant les mains. Elle explique en plaisantant que forcer quelqu'un ferait de la corporation une secte de fous, garantissant qu'ils ne sont pas des gens mauvais, mais laisse un avertissement planer. Myoyeon affirme avec fermeté que leur implication a mis le karma en mouvement et garantit avec certitude qu'ils finiront par revenir de leur propre chef. Taewung ne comprend rien à cette déclaration de karma, tandis que Sunbok se contente de suggérer sur un ton sec qu'il s'en aille une bonne fois pour toutes d'ici. Et en un clin d'œil, les deux jeunes gens commencent à s'éloigner de la cour du temple, laissant Shinil et les autres exorcistes derrière eux en silence. Myoyeon hurle de loin que lorsqu'ils reviendront, ce sera certainement après avoir vécu des aventures incroyables, confessant qu'elle envie leur voyage. Elle dit qu'ils ramèneront des histoires incroyablement grandioses avec eux, tandis que Taewung hurle de désespoir en se faisant tirer soudainement par Sunbok. Le cri de Myoyeon résonne en souhaitant qu'il ramène de superbes souvenirs, tandis que Sunbok se prépare avec calme pour leur atterrissage violent. Myoyeon crie joyeusement qu'elle attendra chacun d'eux, tandis que Taewung supplie en panique qu'elle attende juste un instant avant de oser jeter. Le cri désespéré du garçon résonne dans les cieux au moment où les deux atterrissent, soudain juste devant ce restaurant de la ville. Taewung tombe au sol effrayé et réalise que le restaurant détruit a été totalement reconstruit, est revenu à son état parfait et normal. Il commente surpris que même la vieille dame là-dedans va tout à fait bien, se demandant effrayé si une chose aussi surréaliste est vraiment possible. Sunbok suggère que si le jeune homme n'a pas de meilleur plan, il devrait simplement rejoindre la corporation Ryang. Laissant Taewung assez confus, Sunbok confesse qu'elle a réfléchi à toute cette situation précédente et admet que, même en prenant la fille au couette par surprise, elle révèle qu'elle n'a pas pu ressentir la moindre présence venant de la capitaine et commente que l'homme aux yeux de serpent a tenu bon face au coup dévastateur du monstre. Elle souligne avec sérieux le fait que Saeon parlait normalement même après avoir subi cet impact brutal, laissant Taewung assez surpris. Sunbok bondit sur le sol et ajoute que le moine Beom Sheol possédait lui aussi un corps qui transcendait toutes les limites humaines de force physique. Elle calcule qu'il existe au moins 3 puissants guerriers de ce niveau de force de capitaine au sein de cette mystérieuse corporation d'exorcisme. Sunbok alerte qu'il y en a au moins 3. En plus du leader suprême à l'autorité divine qui commande tous ces guerriers d'élite avec facilité, elle en conclut qu'il serait très intelligent d'avoir une corporation avec une telle puissance militaire comme alliée, poussant Taewung à demander ce qu'elle fera ensuite. Elle dit en riant que seuls les faibles ont besoin d'aide et prévient qu'elle s'en va pour profiter de son propre corps d'origine après tant de siècles enfermé. Sunbok conseille de loin aux garçons d'aller à l'école, rappelant qu'on doit certainement exiger des personnes inquiètes qui l'attendent par là-bas. Taewung réfléchit un peu à qui pourrait bien l'attendre à l'école, avec autant d'impatience après ces 2 derniers jours de disparition complète. Pendant ce temps, en classe, un camarade musclé aux cheveux rouges se demande agacé pourquoi Park Taewung n'apparaît plus depuis 2 jours à l'école. Extrêmement furieux, il grince des dents de haine et réprimande Taewung pour lui avoir vendu un talisman complètement faux et inutile dans le passé. Taewung se gratte la tête, inquiet, et conclut en riant de nervosité que les seules personnes qui l'attendent à l'école doivent être les brutes qui veulent sa peau.